Quand on fait ça, il y a un effet. Un effet. L'effet recherché est fondamental en hypnose. C'est ce qu'on appelle une suggestion. Ça, c'est une suggestion non verbale qui crée un effet. Alors, je vais commencer par vous dire bonjour, soyez les bienvenus, toutes et tous. Merci d'être là, nombreuses, nombreux. Et puis, donc moi, je m'appelle Philippe Franière, vous l'avez vu sur le programme, peut-être enregistré, vous allez l'oublier très vite, ça n'a aucune importance pour vous. Mais, donc, je pratique l'hypnose depuis une quinzaine d'années, j'ai mon cabinet à Lausanne, et j'aime bien parler d'hypnose, donc j'aime bien donner des conférences à ce sujet. Parler d'hypnose, c'est pas si simple, et en même temps, c'est très amusant, parce qu'on parle de ce qui se passe à l'intérieur de nous sans qu'on s'en rende compte. On est tous, pratiquement tout le temps, dans un état hypnotique ou semi-hypnotique. Chaque fois que vous êtes en train de faire quelque chose et que votre pensée est ailleurs, vous êtes dans un état un peu hypnotique. On connaît ça dans plein de situations où vous êtes en train de conduire votre voiture et vous pensez à autre chose, parce que vous connaissez bien le trajet, et vous êtes dans vos pensées. Vous êtes dans le train aussi, vous êtes en train de passer l'aspirateur, vous connaissez bien votre maison et votre aspirateur, et donc vos pensées peuvent se promener. C'est un état hypnotique qui peut être un état qu'on appelle ressource, c'est-à-dire un état dans lequel vous vous faites du bien, notamment peut-être si vous êtes dans le train et que vos yeux se perdent dans le paysage qui défile et puis que vous êtes dans vos pensées agréables. Ça, c'est un état ressource. Mais la plupart du temps, malheureusement, on est dans un état hypnotique négatif, c'est-à-dire qu'on est hypnotisé par nos pensées sombres, par nos préoccupations, notre stress, nos soucis, les problématiques qui se posent à tout un chacun dans la vie. Et ça, c'est donc une hypnose négative, c'est une auto-hypnose spontanée, négative, qui vient nous plomber le moral. On a des scientifiques spécialistes en neurosciences ont identifié qu'on avait environ 60 000 pensées par jour. Okay. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, je pense qu'ils ont mis des capteurs sur la tête des gens, j'en sais rien. Et ce qui est intéressant, c'est que les 2/3 de ces pensées, c'est-à-dire 40 000, sont les mêmes chaque jour. Ça tourne en boucle. Et vous pouvez sûrement vous reconnaître, on peut tous se reconnaître là-dedans, qu'on est obsédé par les mêmes pensées, les mêmes soucis, les mêmes problèmes, qu'ils soient financiers, relationnels, de santé, peu importe, de projets qu'on a de la peine à réaliser, tous ces trucs qui nous mettent les bâtons dans les roues dans notre vie. Et donc ça, c'est des pensées négatives. Et puis on aimerait bien avoir d'autres pensées, mais on ne peut pas stopper nos pensées. Vous avez remarqué que ce n'est pas facile. On essaie de faire ça par la méditation, par la présence. Il y a beaucoup de choses qui existent, hein, et on voit sur les stands ici dans le salon, il y a beaucoup d'approches qui aident à faire ça. Néanmoins, ce n'est pas facile du tout de prendre le contrôle de ses pensées parce que ce n'est pas vous qui pensez. La pensée, elle pense toute seule. C'est une émanation de notre histoire. C'est un petit peu comme si à l'intérieur de soi, on avait un gros chaudron avec dedans tous les ingrédients qui sont constitués par les expériences de vie. Et puis sous ce chaudron, il y a un feu qui est plus ou moins actif. Et puis on a toute notre expérience de vie comme ça qui fait bloup bloup. Hein, ça fait des bulles comme une grosse soupe. Et la vapeur qui sort de ce chaudron, ça, ce sont nos pensées. Ça nous traverse. D'ailleurs, pour ceux qui font de la méditation, on sait que le seul moyen de
calmer ces pensées, c'est de les laisser nous traverser. Pas mettre notre attention dessus, juste de les regarder passer. Et donc, ça c'est un peu ma vision, alors elle est personnelle bien sûr, mais ma vision de ces pensées qui me traversent et que je ne peux pas arrêter ni choisir. Si je pouvais choisir mes pensées, je ne prendrais que des pensées sympas. Pourquoi j'en ai qui ne sont pas sympas? C'est que je ne peux pas choisir. Ça me traverse. Et donc ça c'est issu de nos expériences de vie et notamment de nos émotions. C'est ça qui vient un peu chicaner, cristalliser les expériences. Les émotions, c'est très très important. Moi, je travaille beaucoup avec les émotions en hypnose, puisque ce sont les émotions qui vont fixer l'expérience négative dans le corps, au niveau cellulaire aussi, c'est-à-dire à travers des tensions. L'émotion crée une tension donc dans le système nerveux, et cette tension, on peut la sentir physiquement, et c'est elle qui maintient l'événement négatif, on pourrait dire traumatique, hein, plus ou moins traumatique, l'événement négatif qui a eu lieu dans le passé, qui la maintient dans le présent pour nous faire peur dans l'avenir. Et donc, je ne sais plus trop ce que j'avais mis comme descriptif, retrouver confiance et sécurité grâce à l'hypnose, c'est ça, on est vraiment là-dedans. On a tous un passé, forcément, et dans ce passé, il y a des trucs pas cool. Et ces trucs pas cool ont créé des tensions fixées dans le corps, qui se révèlent, qui se réveillent, qui se réactivent quand on est de nouveau placé dans une situation qui rappelle, une situation similaire, qui va donc rappeler ce trouble, et on va ressentir la tension. Comment on peut faire avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc-là? Parce que c'est vraiment physiologique, à la fois physiologique, avec un aspect, un résultat, une conséquence psychologique qui va nous perturber nos pensées, nos projets, tout ce qu'on aurait envie de faire, tout ce côté merveilleux, lumineux, fabuleux qu'on a tous en soi, pour faire des choses géniales, et qui, dans cet aspect de nous-mêmes qui est extraordinaire, et qui va être freiné, bloqué par des appréhensions basées sur des expériences passées. Donc le travail des émotions va être très très important. Travail sur les émotions. Alors, un petit rappel pour préciser un peu ces émotions. Il y a 6 émotions universelles, il y en a 2 qui sont positives. On n'a pas que des émotions négatives, hein. Ce sont la joie et l'enthousiasme. Certains parlent de curiosité, moi je préfère enthousiasme. Et les 4 émotions dites négatives, c'est la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Notre subconscient, qui est là pour nous protéger, va évidemment utiliser les émotions positives pour étiqueter les beaux souvenirs. Hein, je ne sais pas, un beau souvenir de fête, de réussite d'examen, quelque chose qu'on a vraiment bien vécu, etc. Il va y avoir de la joie, de l'enthousiasme là-dedans, il va étiqueter ces souvenirs, ces expériences, comme des expériences ressources. Et quand vous n'avez pas le moral, ou que vous êtes face à un défi qui vous inquiète, vous pouvez faire appel à ces expériences ressources. Vous vous souvenez quand vous aviez, je ne sais pas, réussi tel défi et que vous étiez tellement heureux, fier de ce que vous avez fait. Vous pouvez recontacter ça et ressentir dans le corps qu'est-ce que ça fait du bien de réussir. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être content de soi. Mais le plus souvent, comme le subconscient est un truc, partie de notre cerveau qui est là pour nous protéger, il va être plutôt orienté sur les émotions négatives. Puisqu'il veut nous protéger, eh
ben, ils guettent le danger. C'est un petit peu, c'est comme les gardiens du château, ils font leur tournée sur les créneaux, là ils ne regardent pas dans le château, ils regardent dehors. Ils regardent s'il y a des dangers qui arrivent. Et de la même manière, notre subconscient, il va être plutôt orienté sur les trucs qui sont désagréables, donc la peur, la colère, tristesse ou dégoût. Et il va un peu le faire de manière un peu obsessionnelle. C'est ça l'émanation de nos pensées dont je parlais tout à l'heure, les vapeurs de soupe qui nous traversent et qui nous maintiennent dans cet état d'inquiétude plus ou moins constant, plus ou moins marqué. Dans la petite annonce que j'ai faite, j'avais orienté sur le stress, parce que je pense qu'on a tous cet état de stress plus ou moins présent, et on est dans une situation sociopolitique ou historique qui génère du stress. On a le Covid, on est à la guerre, puis c'est pas pour... voilà, on ne va pas trop s'étaler là-dessus, mais il y a beaucoup de sources d'inquiétude qui peuvent être de l'ordre de la survie ou de notre confort aussi. Hein, puisque les temps sont un petit peu difficiles pour tout le monde. Donc ça nous met dans un état de stress. Ça réveille dans notre passé des situations, des expériences dans lesquelles on n'était pas très confortable. Et ça se réveille, et notre subconscient qui veut nous protéger, il met son attention là-dessus, sur tous les dangers potentiels qui nous environnent. Quand vous êtes en vacances, vous avez payé vos factures, vous avez remis les clés de la boîte aux lettres à la voisine, tout va bien, vous partez tranquille. Vous allez sur la plage et vous oubliez tout, vous déconnectez. Donc là, votre subconscient dit, ok, on fait une pause et on ne pense plus à ça. Et là, qu'est-ce que ça fait du bien? Vous êtes d'accord? En plus, on prend le soleil, tout et tout. Donc on a heureusement des pauses. Mais dès qu'on revient de vacances, tac, ça s'allume. Et on a de nouveau notre attention sur les défis et les préoccupations. Donc cet état de stress qui revient présent. Je pense que ça vous parle. Plus ou moins à tout le monde, n'est-ce pas? Et donc, il faut savoir que le stress est une énergie en soi. On peut identifier le bon et le mauvais stress. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ça. C'est-à-dire que le stress va mobiliser une énergie pour atteindre un résultat. Si vous êtes à la plage et puis que vous êtes en train de vous dorer au soleil, il y a zéro stress, mais il y a zéro énergie aussi. Parce qu'il n'y a pas de défi, il n'y a pas d'intention, il n'y a rien à gagner. Mais dès que vous dites, tiens, je mangerais bien une glace, bon, je prends un exemple perso, hein. Je mangerais bien une glace, ça fait un petit coup de, ça met un petit coup de stress. Où est-ce que je peux trouver une glace à manger? Donc je commence à me lever de ma serviette et puis à dire où est-ce qu'il y a un marché de glace. Ça me met en action. Alors c'est un tout petit stress, c'est une toute petite action. Okay? Et puis quand je reviens de vacances, eh bien je vais avoir plus de stress. D'ailleurs on va avoir du stress pour ne pas louper l'avion, pour trouver le bon bus, pour rien oublier dans sa chambre, d'hôtel, peu importe. Et donc, il y a ces zones de stress qui sont des zones d'inquiétude qui vont générer des hormones à l'intérieur de nous pour nous mettre, nous faire devenir plus efficaces. Alors, ça, c'est le bon stress. Et on peut tracer une courbe du stress qui va être en forme de cloche, comme ça. Alors, avec, dans un sens, le niveau d'efficacité, et dans l'autre sens, le niveau de stress. Alors, je ne sais plus, abscisse ou coordonnées, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est des matheux ici, comme vous voyez. Et donc,
un petit peu de stress, un petit peu d'efficacité, plus de stress, plus d'efficacité, etc. Jusqu'au moment où on arrive à son seuil de tolérance au stress. Et ça, il est personnel. Il y a des gens qui sont capables de tenir plus de stress que d'autres. Et si on dépasse, si on est au seuil, ici on est au maximum, si on veut, de nos capacités, de nos performances, si on rajoute du stress, eh ben on commence à perdre ses moyens. Et si on rajoute encore du stress, eh ben ça va vraiment descendre, avec au final, bon, on entend parler de dépression, de burn-out, etc. Et donc, il est très important de connaître son propre seuil de tolérance au stress personnel pour pouvoir gérer la quantité de stress. Comment gérer ça? Il y a évidemment des sources de stress qu'on ne choisit pas. On reçoit la facture de ses impôts, on reçoit peu importe, il peut y avoir des stress très importants, un déménagement, un mariage, une maladie, un décès d'un proche, etc., qui rajoutent du stress. Et puis, si on arrive trop loin, ben, il faut faire attention à ramener le stress de manière moins importante. Et pour cela, ben, on va utiliser des méthodes que vous connaissez sans doute, c'est la méditation, la pleine conscience, le calme, prendre du repos, dormir, se faire plaisir, aller marcher dans la forêt, etc. Ça, c'est des choses qui ramènent le niveau de stress. Et souvent, les gens qui font un burn-out, c'est les gens qui ont beaucoup de stress et qui n'arrivent pas à faire ça. Même s'ils vont dans la forêt, ils n'arrivent pas à décrocher. Et c'est là où ça devient parfois important, ou en tout cas intéressant, de faire un peu de thérapie pour se permettre de lâcher prise, se permettre de récupérer, d'atteindre à nouveau, de ramener à un seuil tolérable le niveau de stress. Et ça, c'est assez important parce que ça nous amène à cette gestion, on va dire, personnelle, va nous amener à développer la confiance en soi, parce que j'ai confiance dans ma faculté de gérer le stress, dans ma faculté de gérer ce qui m'arrive dans ma vie, d'être capable de prendre du temps pour moi, d'être capable d'accueillir l'idée que oui, je mérite aussi de me reposer, je mérite aussi de prendre soin de moi. Et ça, c'est important. Parce que là-dessus va être fondée la confiance. La confiance, c'est un truc intéressant. Ça a à voir avec notre capacité. Avoir confiance en soi, c'est savoir que je suis capable d'y arriver. Je peux le faire. Ça a à voir avec le faire, avec l'action. J'ai confiance dans ce que je peux faire. Et si je ne sais pas faire, parce que j'ai un manque de compétences, par exemple, moi je n'aurais pas du tout confiance de jouer un morceau de violon ici, par exemple, parce que je ne sais pas du tout comment on fait, donc je ne peux pas avoir confiance dans un truc que je ne maîtrise pas. Je dois d'abord l'apprendre. Mais il y a la confiance, c'est une croyance bénéfique, une évidence, une assurance que je peux apprendre et qu'une fois que j'ai appris, je peux faire. Ça, c'est la confiance en soi. Après, il y a un autre aspect qui va souvent avec la confiance, c'est l'estime de soi. C'est pas du tout pareil, en fait. Ça n'a pas à voir avec le faire, ça a à voir avec l'être. Hein? L'estime de soi, c'est un jugement sur soi. Il peut être négatif ou positif. Hein? Si je pense à moi, puis je dis, bon, c'est bien, Philippe, t'es un petit bien, voilà, bon, pas trop, encore des trucs à améliorer, mais enfin, globalement, ça va. Donc j'ai une bonne estime de moi. Et ça va me permettre de prendre ma place au niveau de l'être, de prendre la parole par exemple, de prendre ma place au milieu des autres, de mettre en place des projets qui me tiennent à cœur au niveau de l'être. Et puis il y a un troisième truc qui va bien avec, qui est souvent oublié, c'est ce qu'on peut appeler l'appréciation de soi. C'est le fait d'être son meilleur ami. Et
c'est pas évident, c'est vraiment encore une troisième chose. Et ces trois choses vont bien ensemble. Être son meilleur ami, c'est-à-dire être capable de prendre soin de soi. Qu'est-ce que je dirais à mon meilleur ami quand je me parle? Qu'est-ce que je conseillerais à mon meilleur ami? Et ça, c'est un gros avantage parce que quand vous êtes votre meilleur ami, vous êtes tout le temps avec. Bon, quand vous êtes votre pire ennemi, vous êtes aussi tout le temps avec. Donc ça vaut la peine de travailler un peu sur ces différents aspects. Donc la confiance, le faire, l'estime, être, et l'appréciation de soi, le fait de vraiment prendre soin de soi. Et ça amène à une confiance qui peut s'ouvrir sur les autres, c'est-à-dire la confiance dans les autres, qui n'est pas censée être une confiance absolue ou aveugle, mais qui est la confiance dans ma faculté de repérer en qui je peux avoir confiance. Donc ça a à voir ici avec un peu, on pourrait parler d'intuition. Je vais dire, telle personne, oui, je la sens bien, je peux lui faire confiance. Et puis une autre, je dis non, lui ou elle, rien à faire. Je ne la sens pas. Et donc ça c'est aussi une confiance dans son perçu, dans son ressenti, dans sa perception, qui permet d'être en relation avec les autres. Pourquoi je vous parle de tout ça? Des fois, ça peut être un peu confus, mais la confusion, ça fait partie de l'hypnose. C'est-à-dire que vous m'écoutez avec votre conscient, avec votre logique, avec votre faculté d'analyse, et puis il y a votre subconscient qui m'écoute. C'est comme un deuxième niveau d'écoute qui va capter des choses qui lui sont utiles. Et ça, c'est pas toujours très logique. C'est pour ça que je me permets d'improviser, parce que je sais que quand ça confusionne un peu, c'est bien pour votre subconscient. Et pourquoi je parle de toutes ces choses? Confiance, estime, appréciation de soi, confiance en soi, confiance dans les autres, confiance dans sa faculté de percevoir les autres, confiance dans la vie, confiance dans l'avenir. C'est que tout ça, ça génère, ou pas, mais ça peut générer la sensation de sécurité. Et c'est là où je voulais en venir par rapport au stress, par rapport à l'anxiété qu'on peut ressentir dans cette période trouble. Mais bon, effectivement, on a cet environnement qui est un petit peu malmené depuis ces dernières années, mais pas que. Je veux dire, il y a la famille, il y a les enfants, il y a les amis, il y a le boulot, il y a toutes ces choses qui viennent nous solliciter, la vie vient nous solliciter dans nos réactions par rapport à ce qui nous est proposé, ce que la vie nous propose. Et c'est tous ces mouvements qui vont créer de l'insécurité. Et la sécurité, on peut la trouver où? Alors c'est clair que si on a un compte en banque super débordant, bon je ne sais pas ce que c'est moi, mais j'imagine qu'on peut se sentir en sécurité sur un certain plan. Si on a beaucoup d'amis, si on a un cercle social, avec des gens qui nous apprécient, ça crée de la sécurité. Mais tout ça sont les sécurités extérieures qui peuvent disparaître assez facilement. Tandis que quand on a confiance en soi, la sécurité, elle est là, elle est à l'intérieur. On peut se dire, évidemment, qu'on peut tous mourir d'un moment à l'autre. Hein. La sécurité n'existe pas vraiment dans notre condition humaine. On peut tomber malade, peut avoir un accident, bref, on le sait tout ça. Mais il y a cette confiance qui fait que quoi qu'il arrive, je vais être capable d'en faire quelque chose de bien, d'en faire quelque chose de constructif pour moi. Même la mort, je vais être capable d'en faire quelque chose. Ça, c'est ma croyance, hein, vous prenez, vous laissez bien sûr. Même quand je vais mourir, je me réjouis d'ailleurs, parce que je pense que ce qui va se passer va être vraiment extraordinaire. Alors, je ne suis pas pressé, j'ai plein de trucs à faire avant, mais il y a cette confiance qui crée la sécurité à l'intérieur, qui crée une sorte de calme. Il y a une tranquillité là. Et ça, c'est la notion de sécurité. La sécurité, on ne va pas la trouver à l'extérieur.
Ça, c'est quand on est petit, quand on est enfant. On a des parents qui nous protègent, on a des éducateurs qui nous guident. Mais à un moment donné, on sort de ça. Et on ne peut plus compter sur les autres pour nous protéger. On doit trouver une énergie, on doit trouver quelque chose qui nous sécurise. Alors ma proposition, c'est de trouver cette force à l'intérieur de soi grâce à ma manière de gérer les éléments, on parlait de cette courbe du stress, grâce à la confiance, qui fait que la sécurité, je sais que je l'ai. Il peut m'arriver n'importe quoi, je sais que je peux rebondir, je sais que je vais rebondir. Il peut y avoir des périodes un petit peu dures, hein, c'est sûr, mais au final, ça va le faire. J'ai envie de vous faire un peu goûter certaines choses hypnotiques. Quand on est dans ces questions d'angoisse, d'incertitude, d'inquiétude, de stress, on va souvent avoir des sensations physiques, comme je vous le disais tout à l'heure, des tensions. Tout le monde sait ce que ça veut dire d'avoir la boule au ventre, d'avoir la gorge serrée, d'avoir un poids sur la poitrine, d'en avoir plein d'eau, etc. On a tous ces expressions populaires qui sont très significatives. Mais on sait bien que si on va à l'hôpital, qu'on nous ouvre le ventre, on ne va pas trouver une boule de pétanque. Hein. On le sait, ça. D'accord ? Et pourtant, c'est réel pour soi. Hein. Pourtant, c'est réel. L'hypnose utilise ces images. Parce que ces images forment la structure, en fait, de la pensée. Comment une pensée est capable de se maintenir dans le temps, du passé jusqu'à maintenant le présent, et à se projeter dans le futur. Comment une pensée, on sait être irrationnelle, avoir une boule dans le ventre par exemple, comment elle fait, cette pensée, pour se maintenir. Et là, il y a l'aspect émotionnel, c'est l'émotion. Il y a certes une tension physique, tension physiologique au niveau des nerveux, hein, du système nerveux, qui nous fait ressentir ça, comme on peut avoir un coup de chaud ou un frisson, etc., ce genre de choses. Et la structure mentale, elle est personnelle, et chacune d'entre vous va avoir une vision particulière de son état de stress, ou d'une peur, d'une phobie, d'une angoisse. Chacune de vous, moi et pour tous, on a une structure. Alors je vais déjà vous demander de faire deux choses pour vous. Hein, donc, je ne vais pas prendre quelqu'un ici, quoique peut-être tout à l'heure. Mais de faire déjà pour vous, imaginez pour vous quelle couleur ça a dans votre esprit, quelle couleur ça a, le stress ou l'angoisse ou l'inquiétude. Choisissez votre mot. Ça, il y a une couleur qui vient. Vous pouvez évidemment laisser venir la couleur, parce que vous êtes habitué à ce genre d'exercice, ou alors pas du tout voir, mais qu'est-ce qu'il veut, moi je ne sais rien, etc. Parce que ça n'a rien de logique. C'est la première couleur qui vous est venue quand j'ai posé la question, c'est la bonne. S'il n'y a rien, c'est que votre subconscient n'est peut-être pas encore tout à fait prêt à vous la donner. Il va vous la donner dans un petit moment. Donc vous avez une couleur pour, on va dire, l'angoisse, le stress, la peur. Ok ? Et puis après, qu'est-ce que c'est pour vous la couleur de la sécurité? Et là, il y a une autre couleur qui apparaît. Et vous pouvez garder ces deux couleurs à l'esprit. De toute façon, votre subconscient, il les garde sous le coude, au cas où ça peut servir. Donc vous avez deux couleurs, pour le moment. Et puis après, vous pourriez avoir une perception construite, c'est-à-dire un imaginaire qui va jouer le rôle de médium
dans votre transformation pour passer de l'état de stress, d'angoisse, de peur, à l'état de confiance, sécurité. Et imaginez que dans une de vos mains, vous avez une boule. Vous pouvez faire le geste. Hein, imaginez que vous avez une boule. Je ne sais pas de quelle couleur elle est, mais c'est une boule de peur. C'est votre boule de peur. Hein. Et vous pouvez sentir, si vous faites le geste et que vous sentez ça, vous avez cette peur qui est rigide. Elle est peut-être lourde, quoique, ça peut être léger, j'en sais rien, ça c'est pour chacun différent. Et vous pouvez sentir que cette boule est rigide. Et que si vous serrez, eh ben c'est dur. Okay? C'est dur. Et puis, vous pouvez imaginer que, à force de serrer, elle va commencer à se ramollir. Et puis moi qui la sens plutôt dure et plutôt lourde, eh ben, je vais sentir que ça va se ramollir. Et vous pouvez faire cette expérience. Vous pouvez la refaire chez vous. Personne ne vous regarde. Mais vous pouvez avoir ça et ça se transforme. Okay? C'est-à-dire que plus vous serrez, plus, ah ben tiens, ça devient mou. Ah ben tiens, ça devient plus léger. Et puis vous pouvez commencer à la malaxer. À la malaxer. Et puis après, vous pouvez commencer même à la lancer. Et la rattraper. Et puis c'est de plus en plus mou, de plus en plus souple. Et en même temps que vous faites ça, vous sentir que le poids aussi varie. Et que la couleur se met à changer. Et tout d'un coup, ça pourrait même être une boule lumineuse qui apparaît. Comme si vous aviez dans votre main un petit soleil, comme ça, votre soleil. Et vous commencez à sentir cette énergie dans la main, et qui est proche de vous, et que vous faites sautiller comme ça, hop, et que vous jonglez avec cette boule d'énergie qui est complètement différente de celle qui était au départ. Si cette boule est vraiment très agréable, laissez-la flotter autour de vous. Laissez vos yeux se fermer, laissez-la flotter autour de vous, vous imprégnez, vous illuminez de confiance, de sécurité. Et laissez-la entrer en vous pour qu'elle trouve sa juste place. Je sais que certains d'entre vous l'ont fait de manière légère et d'autres l'ont fait de manière intense. Peut-être avec le geste ou peut-être en imaginant le geste. Ou peut-être simplement en me regardant faire. Là agissent ce qu'on appelle les neurones miroirs. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, ressentez, tout ce que vous captez autour de vous, vos sens l'intègrent et le fait revivre à l'intérieur de vous pour ressentir l'expérience. Alors si vous prenez la peine de refaire cet exercice, cette expérience, chez vous, ou à un autre moment, c'est égal, quand vous êtes tranquille, si vous sentez une zone de stress, vous sentez de la peur monter, vous faites ça, vous dites, quelle couleur est ma peur, quel poids, quelle dureté, et puis vous commencez à jouer, à malaxer cette boule, ce truc, ça peut être un cube aussi, hein, c'est égal. C'est vraiment votre structure mentale, vous jouez avec ça et vous le transformez. Ça s'appelle la réification. C'est-à-dire la transformation d'une structure mentale en un objet. Et quand on peut transformer la structure mentale en un objet, on peut agir sur l'objet. Et en agissant au moyen de l'imaginaire sur l'objet, ça agit sur la structure mentale. Vous verrez que peut-être votre peur, elle n'est pas dans votre main droite, elle est dans votre main gauche, je ne sais rien, c'est égal. Vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que c'est votre structure mentale. Okay? Et même si vous faites le contraire de ce que vous avez envie de faire, ou que vous essayez de faire l'inverse du contraire de ce que vous avez envie de faire, eh bien, votre subconscient, il va faire des adaptations. Parce que lui, il est là pour vous arranger la vie. Ce qu'il y a, c'est qu'il est bloqué dans des structures. Et le fait de jouer avec ces formes mentales vous permet de transformer véritablement les choses. Ça, c'est une des bases des transformations hypnotiques. Et
Et donc on l'utilise en séance, on l'utilise de toutes sortes de manières, mais j'avais promis dans la petite annonce que vous partiriez avec un ou deux trucs que vous pouvez appliquer. Voici le premier. Par rapport au stress, là je vais vous inviter à vous impliquer un petit peu plus, si vous êtes d'accord, bien sûr, personne n'est obligé, mais je vais vous demander de mettre vos mains comme ceci. Et vous allez imaginer que vos deux mains sont reliées par un élastique. C'est l'élastique du stress. Ok? Et je vais d'abord vous expliquer ce qu'on va faire, et puis ensuite vous allez le faire à votre rythme, à votre façon. Dans un instant, vous allez écarter vos mains pour sentir l'élastique, c'est-à-dire sentir sa tension. Et puis vous allez écarter les mains jusqu'au maximum de tension, mais avant que l'élastique ne cède. Ok? Allez-y. Vous sentez votre élastique, c'est mieux avec les yeux fermés, ça aide plus, et vous sentez cet élastique qui relie les deux mains, et que vous pouvez tendre, vous tendez l'élastique, et l'élastique se tend, et vous le tendez encore, et plus l'élastique se tend, plus vous sentez ce stress qui augmente, mais que vous contrôlez encore. Et vous n'allez pas jusqu'au point de rupture. Quand vous sentez que vous êtes proche du point de rupture, vous relâchez lentement et vous revenez à un espace, à une tension de stress qui est confortable pour vous, sans pour autant redétendre complètement l'élastique. Vous gardez une tension idéale pour avoir cette énergie à l'intérieur de vous, une quantité de tension qui garantit votre énergie, et en même temps qui reste tout à fait confortable. Et vous pouvez retendre et redétendre pour bien contrôler ça, sentir ce point de tension, ce point idéal de stress. Et vous pouvez déjà imaginer ou projeter dans un projet futur, peut-être la semaine prochaine au boulot ou dans n'importe quel cadre dans lequel vous avez besoin d'avoir toutes vos capacités, d'avoir un niveau de stress idéal, c'est-à-dire un niveau de tension qui vous donne accès à votre meilleur potentiel de performance. Et puis quand vous le désirez, ou quand vous désirez vous reposer, vous relâchez complètement l'élastique. Ce petit exercice tout simple est encore un exemple de ce que ça active dans votre cerveau. Et souvent on parle d'hypnose de manière un peu théorique, et j'aime bien aussi utiliser des petits exemples comme ça, parce que ça vous montre à quel point votre cerveau est basé sur des images, des symboles, il est basé, il est construit sur des schémas mentaux qui ont une forme. Et quand vous jouez avec cette forme, véritablement vous donnez à votre cerveau la faculté, la capacité de transformer des choses. Donc si vous avez un examen qui vous inquiète un peu, si vous avez un défi, une séance professionnelle importante, un client important à voir, ou je ne sais pas quoi, un truc qui vous stresse, vous prenez 2 minutes avant pour faire ça. Vous cherchez votre stress maximum et vous le ramenez à un stress idéal, c'est-à-dire une certaine dose de stress qui mobilise vos compétences, vos capacités. Et votre cerveau fait le job. On est avec cette réification, cette manière d'activer, si on veut, l'inconscient grâce à des images, et il y en aurait plein d'autres, bien sûr, et donc ne vous privez pas si vous avez des images qui sont les vôtres ou qui vous viennent, ne vous privez pas de les utiliser, vous ne pouvez pas vous tromper. Grâce à ces choses-là, on reprend le contrôle, ou disons, on donne plus de contrôle
à notre cerveau inconscient, notre partie inconsciente, qui va vraiment nous soutenir dans ce qu'on a envie de changer. Parce qu'au final, ce qu'on cherche, c'est changer des choses, n'est-ce pas? Améliorer des choses, régler des problèmes, dépasser des limites qu'on avait, c'est ça qu'on veut tous, pour au final avoir plus de joie et d'enthousiasme, être plus dans le bénéfique, dans le positif, sachant que pour ça, il faut savoir se protéger et donc trouver l'équilibre entre notre attention sur ce qui ne va pas, les choses à résoudre, à dépasser, et la mise en valeur des choses qui vont déjà bien, des choses qui sont chouettes à vivre. Et en hypnose, on fait toujours les deux. En tout cas, moi, dans mon approche, je fais toujours les deux. Les gens qui me consultent, ils viennent évidemment parce qu'ils ont un problème. Sinon, ils ne me consultent pas. Mais ils ont plein de qualités auxquelles ils ne pensent pas. On oublie tout ce qui va bien. On est comme hypnotisé par notre problème, par nos émotions négatives. On est comme absorbé, notre attention de ce côté-là, parce que c'est pénible et on aimerait en sortir. Et donc on va s'occuper de ça, mais en même temps, on va développer le nouveau vous. On va pas seulement soigner l'ancien, mais développer le nouveau. Et c'est ça qui crée l'équilibre de la thérapie, disons, au sens large du terme. J'aimerais vous apporter, attirer votre attention aussi sur une ou deux choses fondamentales qu'on va utiliser en hypnose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de se prêter au jeu? Oui? Il est bien né? Merci, merci beaucoup. Comment vous appelez? Angélique. Magnifique. D'accord. Alors, je vais faire des choses avec vous et que en même temps les autres pourront faire. Soit ils vont suivre un peu le mouvement avec leurs bras, parce qu'on va faire un truc avec leurs bras. Soit ils vont utiliser leur neurone miroir, c'est-à-dire on va les laisser libres. Et en même temps que je vais vous proposer de faire quelque chose, et en même temps je vais leur expliquer deux, trois. Si par exemple je vous dis, voulez-vous bien lever le bras comme ceci? Ok. Vous avez vu que ça c'est une demande. Il aurait pu dire non. Voulez-vous lever le bras? Non, je ne sais pas. Merci Angélique, de jouer le jeu. Et ça c'est une demande. Ensuite, si je tourne la question différemment, levez le bras comme ceci. Vous avez vu que ce n'est pas une question, ça. Ça, c'est un ordre. C'est une commande, une injonction. Okay. Maintenant, si je dis, vous pourriez lever ou ne pas lever le bras. Là, c'est confusionnel, n'est-ce pas? On ne sait pas ce qu'il faut faire. Vous pourriez lever ou ne pas lever le bras, ou laisser le bras se lever tout seul, ou laisser le bras être comme ceci. D'accord? Ça, c'est toujours une suggestion. Parce que c'est moi qui vous ai pris le bras. D'accord? Donc vous sentez qu'il y a mon intention, vous sentez, c'est pas dit, mais vous sentez que j'ai envie que votre bras soit comme ça. Ok. Maintenant, on pourrait dire, vous pourriez lever le bras comme ceci, ou vous pourriez résister à lever le bras. Vous pourriez être curieuse de savoir si votre bras va préférer se lever, ou va préférer résister, ou faire le contraire de cette demande, ou l'inverse du contraire, à moins que ce soit plutôt la demande qui soit contraire à l'inverse. Ça, c'est de la confusion. On utilise ça aussi en hypnose, n'est-ce pas? Au bout d'un moment, le cerveau d'Angélique commence à bugger. Il dit, mais qu'est-ce qu'il veut, le gars? D'accord? C'est ça. Alors, ce qu'on peut faire aussi, je vais là utiliser
une autre astuce, et tout ça, je vous donne un petit peu les trucs pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on fait en hypnose. Que c'est pas n'importe quoi, c'est construit. Hein. Angélique, vous pourriez être vraiment amusé de voir à quel moment votre bras va se lever tout seul. Et à quel moment et à quelle vitesse il va le faire. Et pendant qu'il fait ça, on va faire autre chose. Vous voulez bien? Est-ce que vous voulez bien prendre une grande inspiration, s'il vous plaît? Et laissez vos yeux fermés. Voilà. Je vais mettre ma main sur votre épaule, c'est OK pour vous? Voilà, juste comme ça, pour vous donner un point de référence afin que vous ne vacillez pas. Et vous laissez simplement votre corps être là où il est, avec la conscience sous les pieds, c'est-à-dire le contact du corps au niveau du sol, avec le poids du corps qui appuie sous les pieds. Et vous pouvez observer si ça appuie un peu plus sur l'arrière, sur le talon ou sur l'avant, sur les côtés, et que peu à peu ça prend bien racine, vous êtes bien stable dans le sol. Et je vais lentement déplacer ma main le long de votre bras, depuis l'épaule jusqu'au coude. Et quand ma main arrivera au coude, je sais ce que votre autre main aura fait comme mouvement. Et vous êtes de plus en plus tranquille. Et même si vous sentez que vous pouvez ne pas être tout à fait encore très tranquille, vous êtes tranquille de plus en plus à votre manière. C'est à l'intérieur de vous que ça se fait. Vous êtes tranquille à l'intérieur. Et pendant ce temps, votre sensation peut être complètement paisible et posée. Voilà. Vous respirez naturellement. Vous pouvez être parfaitement connecté à vous-même. Et plus ma main se déplace le long de votre bras gauche, plus vous sentez que vous êtes connecté. Derrière vos yeux, déjà, apparaissent les couleurs de tout un peu. Elles sont bien séparées. Et la couleur la plus agréable se trouve dans votre main. Elle va continuer à se mettre en mouvement et à se lever toute seule, à son rythme. Alors que l'autre couleur, moins agréable, est contenue dans votre main gauche. Et vous laissez. Vous pourriez avoir la sensation qu'il y a comme quelque chose qui résiste. Plus ça résiste, plus le mouvement se met en place. Vous pouvez vouloir ou ne pas vouloir, simplement observer ce mouvement qui est en train de se faire, de plus en plus tranquille. Voilà. C'est comme quand vous voulez appeler un taxi et voir ce que vous seul. C'est comme si vous étiez en train de vouloir attraper cette couleur de confiance et de sécurité qui déjà est contenue dans cette main et qui l'attire vers le haut. Comme si cette couleur était tellement présente pour vous, vers le haut, sur votre droite, ou peut-être plus haut au-dessus de vous, qu'elle commence à vous colorer tout entière, l'intérieur, l'extérieur. Comme s'il y avait un nuage coloré au-dessus de vous, que votre main aimerait montrer. Votre main aime monter à la rencontre de ça. Comme si vous alliez attraper cette couleur, un morceau de celui, un morceau de couleur. C'est agréable. Et vous allez continuer à le faire à votre rythme parce que quand vous pourrez attraper un morceau de cette couleur, à ce moment-là, vous ferez le geste qu'il faut pour en envoyer une partie vers l'autre. Et peut-être l'autre main a aussi envie de faire quelque chose, ou de se laisser faire. Car elle ne peut pas ne pas éviter de ne pas être complètement présente à ce qui est en train de se passer. C'est comme si cette main de confiance et de sécurité se tournait ou se dirigeait vers l'autre pour lui envoyer l'énergie des mains.
ça se fait doucement. Et ça se fait tellement intensément à l'intérieur de vous que vous pouvez être parfaitement rempli de ce mouvement, de ce changement qui a lieu en vous dans cet instant. C'est tellement naturel et évident. Voilà. Dans un instant, je vais compter de 1 à 3, le chiffre 3. Vos bras vont retomber complètement détendus, relaxés, naturels. 1, 2, 3. Voilà, vous intégrez tout ça à votre façon. Vous intégrez tout ça très profondément, très tranquillement. Dans tous les états de votre être ici présent. Et laissez-vous aussi. C'est génial. C'est génial. Merci. Merci. Merci beaucoup. Voilà une courte démonstration qui vous permet d'avoir un peu plus de réalité sur ce qui se passe. Il faudrait discuter avec Angélique pour voir un petit peu plus ce qui s'est passé à l'intérieur d'elle, mais en tout cas sur la forme, la manière dont on met en œuvre à la fois le corps et les images mentales pour créer cet effet. Et je ne sais pas si, Angélique, vous avez envie de dire un truc, ou bon, vous avez dit c'est génial, ça suffit hein, peut-être. Mais si vous avez eu peut-être une perception ou quelque chose que vous aimeriez partager. Non, mais c'est vraiment comme s'il y avait une énergie qui soulevait ma main. Voilà. Il y a même un moment donné, parce que j'ai été chez l'ostéopathe hier, j'avais un peu mal, hein, Ouais. je ne pouvais pas m'empêcher de lever la main. D'accord, ouais. C'est ça. Ma main voulait un peu blâmer, voler. Voilà, c'est ça. Vous devez aller chercher cette énergie. Voilà. Donc on voit que là, ça c'est la suggestion, c'est ce qu'on utilise fondamentalement en hypnose, la suggestion qui permet à la personne hypnotisée, hypnose légère là, pas très profond bien sûr, mais déjà c'est suffisant pour activer des ressources et générer du changement. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Maintenant, je me tiens bien sûr à disposition pour des questions. Avant ça, je voudrais juste vous signaler qu'il y a des cartes de visite ici et là-bas, et vous signaler une petite action que je viens de lancer, nouvelle sur mon site internet. C'est des ateliers d'hypnose, c'est-à-dire ce sont des séances d'hypnose collective à distance, sur Zoom. Ça permet d'avoir des véritables séances, des véritables expériences hypnotiques guidées dans l'instant. Donc ce n'est pas les audios d'hypnose, il y a vraiment une intention, il y a un groupe, il y a l'intention qui se cale sur les gens qui sont là, etc. Et ça permet d'accéder ça à un petit prix, hein, puisque chacun réfléchit sur. Donc ça, si ça vous intéresse d'aller voir, vous trouvez ça sur mon site internet. Et puis voilà pour la petite annonce. Et autrement, je suis ouvert à vos questions. Là, ça fait presque 1 heure que je vous parle déjà. Donc, comme il y a encore la personne après, on peut jouer un peu les prolongations si ça vous dit. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui? Est-ce que vous faites des groupes en collectif ou vous dites là sur le groupe, est-ce que ça potentialise un peu les compétences? Alors, il est clair que quand on donne une séance d'hypnose au cabinet de thérapie, on va être beaucoup plus focalisé sur la personne.
C'est-à-dire qu'on va pouvoir se caler sur son rythme respiratoire, on va pouvoir agir de manière plus profonde. Par contre, oui. Ah ok, d'accord. D'accord. Alors je termine juste ma phrase, et puis on va libérer. Merci. Et donc, par contre, quand on fait des hypnoses de groupe, on va évidemment utiliser des sujets ou des protocoles un peu classiques, généraux d'hypnose, et pour travailler sur des grandes questions, et non pas sur des questions spécifiques de la personne, mais sur des grandes questions comme justement la confiance en soi, la gestion de la douleur, de l'activation de la santé, etc. Donc, vous trouvez, si ça vous intéresse sur mon site, il y a toutes les dates avec toutes les thématiques. Et puis vous pouvez vous acheter 5 dates par exemple, et puis après vous venez quand vous voulez, quand le sujet vous intéresse. Ça c'est le principe. Mais évidemment, hypnose de groupe veut dire sujet généraliste. On doit libérer la salle puisqu'il y a un transfert de salle. Je vous remercie infiniment de votre attention. Merci beaucoup.